Bonjour et bienvenue au 19e jeudi de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur l'économie de l'Alliance afin de valoriser le jouet collectif. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Diane de Maréchal, responsable enjeux territoriaux de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Bonjour Diane de Maréchal. Bonjour. Le troisième cahier de recherche publié avec le rameau s'intitule ODD 17, Économie et territoire. Il invite à faire alliance pour réussir la territorialisation des transitions qui sont au cœur des défis d'aujourd'hui. Avant de commenter ces travaux, pourriez-vous nous présenter l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts? Alors, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, c'est un service qui est rattaché à la direction de la communication qui soutient des travaux de recherche dans les champs d'intervention du groupe de la Caisse des dépôts. Donc, d'abord, deux mots peut-être un peu sur la Caisse des dépôts afin de situer d'où je parle. Donc, la Caisse des dépôts, c'est un grand pôle financier public à l'intersection entre le domaine public et le secteur concurrentiel. Et son objet social, c'est le financement de l'intérêt général. Et on a trois objectifs stratégiques qui sont la transformation écologique, les souverainetés énergétiques, industrielles, numériques, financières et la cohésion sociale et territoriale. Donc, vous voyez, c'est un champ d'intervention très, très large. Et à l'Institut, en fait, on soutient des projets de recherche. L'idée étant de rapprocher les chercheurs et les acteurs opérationnels, et notamment nos métiers, puisque notre objectif aussi, c'est de nourrir et d'alimenter en interne nos réflexions stratégiques. Mais c'est aussi de contribuer au débat public et d'identifier des signaux faibles. Donc, on peut dire en fait que l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts soutient l'expertise, sa mise en réseau. On anime par exemple une filière recherche au sein du groupe de la Caisse des dépôts. Et puis, on organise aussi la valorisation de la recherche. Merci Diane. En quoi le faire alliance devient un levier indispensable pour accélérer les transitions? Alors, à l'Institut, on travaille quand même sur ces questions de transition depuis plusieurs années. Donc, ce qu'on en perçoit, c'est qu'il y a plusieurs freins à l'accélération. Donc, je ne vais pas être exhaustive, mais on peut quand même citer quelques freins à l'accélération des transitions. C'est tout d'abord que les transformations qui sont à mettre en œuvre, elles sont très complexes et que les acteurs sont face finalement à une imbrication d'enjeux très divers qu'il convient de prendre en compte. Si on regarde par exemple les questions du littoral, il faut composer à la fois avec les enjeux de sécurité, la planification, les besoins des populations, les activités touristiques, les besoins de logement. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont complexes et qui convient malgré tout de comprendre et de prendre en compte. On a aussi une grande multiplicité des acteurs à embarquer, la société civile, les acteurs économiques, les institutionnels, les collectivités locales. Et puis, quand on travaille sur des questions de transition, il faut aussi pouvoir travailler à différents niveaux d'échelle et qu'il convient d'articuler. Donc, le dernier cahier de recherche que vous avez évoqué tout à l'heure, Économie et territoire, démontre justement cette nécessité d'articuler, c'est d'avoir une approche territoriale multiniveau. Et puis, un autre frein, c'est la difficulté du passage à l'action. C'est-à-dire que prendre une décision, c'est pas simple, c'est très difficile, tout comme il est difficile de les prioriser, ces actions, et puis de les mettre en place. Donc, le faire alliance, moi, je pense qu'il apparaît à ce titre-là, finalement presque comme une évidence pour affronter ces difficultés. C'est pas la démarche la plus simple, c'est pas la solution efficace non plus à 100%, mais il me semble que face aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui, et c'est ce que démontrent les travaux que nous soutenons, finalement, j'ai l'impression que seules les démarches de co-construction, de coopération peuvent aider à mettre en place des actions adaptées autour d'objectifs partagés. Alors, on peut citer quelques exemples de recherches qu'on soutient, qui explorent justement les bénéfices de ces coopérations ou de ces démarches sur les territoires. Alors, sans les détailler, je vais juste citer quelques exemples, mais par exemple, on travaille sur des questions d'approche par les communs avec les collectivités locales, donc avec une association qui s'appelle la COP des communs. On travaille aussi les questions de comptabilité écologique, de comptabilité écosystème centré avec la chaire de comptabilité écologique d'AgroParisTech. On va aussi regarder des sujets de responsabilité territoriale des entreprises avec Sciences Agro Bordeaux, les questions d'entrepreneuriat coopératif de territoire, comment est-ce qu'on fait émerger sur des territoires de l'entrepreneuriat coopératif avec l'Université de Poitiers et Cluster Jura. On va travailler aussi sur des sujets de réindustrialisation où finalement, ce dont on se rend compte, c'est que la coopération, elle est essentielle pour mener à bien
des projets de réindustrialisation. Donc voilà, donc je pense qu'à ce titre-là, les coopérations sont un levier indispensable à mobiliser. Merci pour cet éclaircissement. Je retiendrai une phrase que vous avez dite. Seule la démarche de co-construction territoriale peut aider et faciliter les transitions. Je reviens maintenant sur le 4e séminaire annuel de recherche sur la co-construction du bien commun qui a eu lieu le 26 mars dernier. Il avait pour thème territorialisation des transitions. Quel rôle pour les acteurs académiques? En quoi les liens entre les acteurs de la recherche et les praticiens contribuent-ils à mieux répondre aux besoins des territoires? Alors c'est vrai qu'on travaille maintenant depuis 3 ans avec le Rameau sur le sujet du rôle des acteurs académiques dans les transformations territoriales. Alors moi, ce que j'en retiens à ce stade, c'est que finalement, les acteurs de la recherche, de l'enseignement, ce sont des acteurs à part entière qu'il convient vraiment de mobiliser pour aider à répondre aux besoins des territoires. Pourquoi? Parce que ils apportent une expertise, une ressource complémentaire. Ils agissent aussi par le biais d'expérimentation. Ils vont avoir des approches différentes des autres acteurs. Ils seront sur du temps long, des approches originales. Alors moi, je plaide beaucoup notamment pour la pluridisciplinarité, d'avoir une multiplicité de disciplines autour des projets. Et puis finalement, leur objectif, c'est de produire de la connaissance. Donc on est dans une posture quand même assez spécifique. Je note aussi que leur «légitimité» entre guillemets à intervenir, elle est acquise, enfin je trouve qu'elle est acquise maintenant. C'est vrai que les chercheurs et les enseignants, ils sont de plus en plus mobilisés dans des démarches locales, aux côtés des acteurs institutionnels ou des entreprises. Preuve en est dans les COP régionales, qui sont en train d'être organisées. Il y a aussi de plus en plus de contracifs qui sont accueillis dans des entreprises ou dans des institutions. Et puis finalement, ces liens recherche, enseignement, praticiens, je trouve qu'ils sont fructueux parce que ils permettent de faire progresser non seulement les projets auprès desquels ils interviennent, ils vont permettre une capacité de projection, une capacité de compréhension, une capacité de décentrage des enjeux, mais ça fait aussi progresser la recherche elle-même, puisque la recherche à ce moment-là, elle est connectée avec le terrain. Or la recherche a vocation à tomber dans le domaine public, donc au final, tout le monde est gagnant. Et c'est finalement un enrichissement mutuel d'intérêt général en quelque sorte. Et à ce titre, on peut citer des recherches participatives ou les sciences participatives qui permettent souvent d'agir sur des situations de conflit, par exemple autour de l'eau, l'installation d'éoliennes, c'est un projet qu'on mène par exemple avec le Muséum national d'histoire naturelle. Alors ce sont néanmoins quand même plusieurs mondes qui se rencontrent avec des vocables et des pratiques qui sont spécifiques. Donc le dialogue reste encore à construire pour aboutir à des coopérations fructueuses. Merci Diane. Pourriez-vous nous commenter l'exemple que vous nous avez donné sur la mise en place des éoliennes avec le Muséum d'histoire naturelle et nous expliquer peut-être davantage comment fonctionne le partenariat sur le terrain entre les acteurs et les chercheurs? Et ben finalement, on est dans quelque chose de très concret puisqu'on est complètement sur le terrain et les chercheurs vont accompagner sur un temps qui est relativement long, mais pas tellement long si on regarde la question de l'installation des éoliennes où très souvent pour aboutir à une acceptation de ces projets, on va arriver à des durées de 5, 6 ou 7 ans et puis finalement le projet il a évolué pendant ce temps-là, donc il n'a plus tellement d'intérêt. Là, on ne va pas partir sur des idées d'acceptation, mais plutôt de collaboration, de co-construction d'un projet de territoire dans lequel s'intègrent ces sujets d'éoliennes. Et le MNHN va pouvoir apporter en fait une méthodologie de sciences participatives qui permettent de faire progresser en fait finalement ensemble l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet sur un territoire bien précis. Merci beaucoup Diane de Maréchal. Merci à vous. Nous vous retrouvons en mai prochain pour le 20e jeudi de l'ODD 17 pour évoquer ensemble l'enjeu de l'engagement territorial des entreprises. Un an après le bilan du groupe de travail copiloté avec l'ORS et le Rameau, un exemple concret nous en illustrera les pratiques. D'ici là, n'oubliez pas les jeudis de l'ODD nous donne rendez-vous chaque semaine pour un portrait, une information et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt.